Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette nouvelle édition sur Monaco Info, l'émotion et le recueillement au lendemain de la tuerie de Toulouse. Une minute de silence a été observée mardi matin dans tous les établissements scolaires de la Principauté en hommage aux victimes. Nous nous rendrons ensuite à la Villa Paloma où des élèves du lycée technique se sont vus proposer une collaboration culturelle avec le nouveau musée national de Monaco. L'exploit d'un homme paraplégique, Joe Cals, vient d'effectuer un tour de France en marchant à l'aide de ses béquilles. Il vient de traverser la Principauté avant de rejoindre Menton, dernière étape de son périple. Et puis alors que nous avions suivi la semaine dernière le déplacement de la princesse Charlène en Australie à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Princesse Grace, nous découvrirons des images tournées en Chine où la princesse s'est rendue après sa visite à Melbourne. Peu après l'annonce de la tuerie survenue lundi matin à Toulouse en France, le gouvernement princier a tenu à exprimer sa profonde émotion et la solidarité de la principauté tout entière. Et mardi matin, en fin de matinée, vous le découvrez sur ces images, tous les établissements scolaires de Monaco ont observé une minute de silence en hommage aux 4 victimes de cette tuerie, comme ici par exemple au lycée Albert Ier, où se trouvait également l'ambassadeur de France à Monaco et le conseiller de gouvernement pour l'intérieur. Je vous propose de les écouter tous deux. Les mots manquent aujourd'hui pour exprimer ce que l'on ressent devant une telle tragédie qui endeuille la France, qui endeuille la communauté éducative, qui endeuille la communauté juive. Dès hier, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a souhaité que l'ensemble des établissements scolaires de la Principauté de Monaco observent une minute de silence, aujourd'hui mardi, à 11 h. Et ce, pour exprimer la solidarité de la Principauté de Monaco, son émotion, sa compassion. Dès hier également, le ministre d'État, Michel Roger, au nom du gouvernement princier, a exprimé toute l'émotion et toute la solidarité du gouvernement princier, tant vis-à-vis des familles que vis-à-vis de la communauté juive et vis-à-vis de la communauté française. Aujourd'hui, je crois que c'est une journée de deuil pour tous. C'est un drame affreux, inqualifiable, une vraie tragédie. Et nous remercions Son Excellence l'ambassadeur de France qui a bien voulu s'associer à la manifestation que nous organisons aujourd'hui, à cette cérémonie qui a lieu ici à 11 h au lycée Albert Ier. Hier, la France a vécu une journée, comme l'a dit le président de la République, de drame national. Aujourd'hui, partout en France, c'est une journée de recueillement profond après cette terrible tragédie. Et je souhaitais dire tout mon remerciement au ministre d'État et au gouvernement princier d'avoir immédiatement transmis les condoléances du gouvernement princier et du peuple monégasque aux familles qui ont été touchées par ce drame. Et je les remercie surtout également de s'être associés à cet hommage en mémoire des enfants qui ont été assassinés hier, en organisant dans l'ensemble des établissements scolaires de Monaco une minute de silence. Paul Masseron et Hugues Moret répondaient à Vanessa Dessier. Et puis vous le voyez toujours sur ces images, des élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco ont également observé une minute de silence à la Villa Paloma où ils se trouvaient mardi en fin de matinée. Pour faire face à la demande toujours plus importante de places en crèche pour la garde des enfants en bas âge, la mairie de Monaco multiplie les projets depuis quelques années. L'un d'eux vient d'officiellement voir le jour. Il s'agit de la halte garderie du Larvoto. Elle a été inaugurée mardi en présence du prince souverain. Elle se situe dans les locaux du mini-club qui accueille vos enfants l'été tout près des plages du Larvoto. Découverte des lieux avec ce reportage d'Émilie Rousseau. Le prince Albert II était accompagné de son épouse, la princesse Charlène, pour découvrir ce nouvel espace de plus de 400 mètres carrés. Un espace qui accueillera les enfants âgés de 2 mois à 4 ans, à raison de 21 enfants par heure. Cette halte garderie remplacera début avril celle située avenue Saint-Charles et ce transfert a un double avantage. Nous allons d'une part proposer un bâtiment exceptionnel, c'est vraiment le cas pour les enfants de la halte garderie. Et dans le corollaire, nous allons pouvoir aussi proposer un agrandissement de la crèche de Monte-Carlo d'une 15aine de places. Donc nous répondions à 2 demandes.
restaurer un magnifique bâtiment et proposer un super accueil en halte garderie et en même temps agrandir notre capacité d'accueil en crèche. La nouvelle halte garderie réunit les anciens locaux du mini-club et les vestiaires attenants. Après moins d'1 an de travaux, c'est un espace lumineux, chaleureux et totalement équipé pour la petite enfance qui a vu le jour. Financée par le gouvernement pour un montant de 1,7 million d'euros, cette initiative a été lancée par la mairie de Monaco. C'est une réflexion que nous avions menée il y a quelques années. On avait constaté d'un côté qu'on manquait de place à Monaco, ça c'est connu, il n'y a rien de nouveau, que nous commencions à manquer de places de crèche pour pouvoir accueillir tous les enfants qui en avaient besoin. Et nous étions aperçus que le mini-club du Larvoto est ouvert que pour les vacances scolaires, le reste du temps il était vide et libre. Et dans le même temps, la halte garderie, elle, n'était ouverte que pendant la période scolaire, était fermée l'été. Donc on s'était dit, mais si nous mutualisions les locaux, nous allions gagner à peu près 500 mètres carrés. Plus de 200 familles en principauté ont actuellement recours à cette garde occasionnelle. À noter que dans quelques semaines, un espace extérieur sera totalement aménagé avec une aire de jeu. Pour découvrir la nouvelle halte garderie, sachez que des portes ouvertes seront organisées le 6 avril prochain. Ils sont un tout petit peu plus âgés que les pensionnaires de la halte garderie du Larvoto. Les élèves des sections SECPA du lycée technique de Monaco se sont vus proposer une collaboration culturelle avec le nouveau musée national de Monaco. Cela se passe en marge de l'exposition Le silence, une fiction. Les explications de Fabien Bonilla. Une quinzaine d'élèves de 6e et 5e en classe de SECPA ont visité ce mardi l'exposition du nouveau musée national de Monaco. La section SECPA accueille des élèves ayant quelques difficultés scolaires. Une visite avec des guides inhabituels, mais de qualité. Sachant toujours que ça, c'est arrivé pendant la catastrophe. Donc, il faut, si déjà vous avez dit à Miguel qu'il y a déjà 3 personnes, continuer à réfléchir plus. Ce sont en fait 6 élèves en classe de 3e, section SECPA également, qui ont dirigé les visites. Une sortie culturelle pour les élèves de 6e, 5e, mais avant tout un exercice pour les guides d'un jour. En fait, c'était de permettre aux élèves de 3e de préparer leur oral de fin d'année dans l'exercice de présentation de cette exposition pour les investir complètement parce qu'à la fin de l'année, dans leur examen, ils ont un oral où ils doivent présenter leur projet professionnel pour l'année prochaine et ce qu'ils ont fait cette année. Et donc c'est vrai qu'on a pensé intéressant de les investir de cette mission. Et puis c'était aussi les investir dans un projet culturel un peu différent des autres, où au lieu d'être simplement spectateurs, ils sont aussi acteurs à part entière. Ces élèves ne se sont pas improvisés guides, il y a eu un gros travail en amont. On les a reçus en fait en 2 séances. 2 séances de 2 heures où on leur a donc montré l'exposition, on leur a expliqué voilà, le principe un peu ludique de l'exposition et le regard qu'il faut avoir sur le regard très ouvert qu'il faut avoir sur les œuvres. Et en fait, après, dans un deuxième temps, on leur a appris à faire des visites un peu interactives. Et quand vous regardez ces images, d'après vous, dans quel mode de vie on est dans le... Est-ce qu'on est à la campagne ou en ville? En ville? Ville. Tout ça? Campagne. Campagne? J'aime bien, moi. C'est un peu stressant, mais ça va. J'aime bien, ça me plaît. Alors, on t'a appris des techniques pour intéresser les élèves comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a appris comme technique? Par exemple, poser beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent des œuvres, tout ça, et vraiment beaucoup poser de questions. Essayer de leur faire le plus s'intéresser aux choses. Ces jeunes guides ont voulu faire comprendre le sens de cette exposition qui s'intitule « Le silence, une fiction », une sorte d'instantané sur une catastrophe. Des élèves qui font visiter une exposition à d'autres élèves. Cette opération test devrait se reproduire dans l'avenir. Dans l'actualité en bref, les préparatifs d'une grande émission télé que les amoureux de la mer connaissent bien. Thalassa fera escale en principauté le 8 juin prochain. L'émission se déroulera en direct du port Hercule, à bord du 3-mât Le Bel Espoir, qui accompagne l'équipe de l'émission de France 3 pour toute cette saison. Une réunion était organisée au Yacht Club de Monaco en début de semaine pour préparer cette émission qui offrira une belle fenêtre médiatique à la principauté de Monaco.
Plus près de nous, à la fin de la semaine, débuteront les Sérénissimes de l'humour au Grimaldi Forum. 4 spectacles seront à l'affiche du jeudi 22 mars au dimanche 25 mars, avec pour commencer jeudi la venue de Chantal là-dessous. Vendredi, place au spectacle Le Président, Sa femme et moi. Samedi, c'est le conte de Boudherbala qui montera sur scène. Et dimanche, le comique québécois Stéphane Rousseau refermera ses Sérénissimes de l'humour 2012. Nous vous le disions dans nos précédentes éditions sur Monaco Info, les 11 sapeurs-pompiers de Monaco qui étaient intervenus au Japon après le séisme et le raz-de-marée de mars 2011 ont été une nouvelle fois récompensés. Lundi, ils ont été décorés par l'ambassadeur de France à Monaco. Alors, un an après cette catastrophe, c'est l'occasion de tirer les enseignements de cette première mission à l'étranger des sapeurs-pompiers de Monaco. Écoutez le lieutenant-colonel Tony Varro, chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Le cas du Japon n'est pas un cas commun, c'est un cas très particulier, c'est-à-dire un séisme suivi d'un tsunami qui à un moment donné a touché la vulnérabilité, je dirais, intrinsèque d'une centrale nucléaire, donc avec une ambiance nucléaire permanente. Aucune unité n'était préparée à cela. Donc ça devient aujourd'hui, pas un cas d'école, mais du moins un cas qui est en plein examen pour essayer d'y préparer au mieux les équipes qui pourraient être, je dirais, soumises à ce même risque. Nous sommes tous, je dirais, prêts à repartir, en restant tout à fait modeste sur la contribution de Monaco, puisque je ne peux faire partir que 11 hommes pour pouvoir continuer à assurer le service, mais toujours prêt à pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on apprend au quotidien pour que cette motivation reste intacte et que l'on puisse continuer à s'entraîner en espérant pas du mal pour les autres, mais de pouvoir au moins mettre en pratique tout ce qu'on apprend pour sauver les gens. Tony Varro était interrogé par Fabien Bonilla. Il s'agit d'un véritable défi sportif hors du commun. Joe Cals est paraplégique et il vient de traverser la France debout, aidé de ses béquilles. Il a fait étape en principauté mardi. Christine Datomel l'a rencontré. Devenu paraplégique à la suite d'un accident de moto à l'âge de 20 ans, c'est équipé d'orthèses et de béquilles que Joe Cals a quitté Le Havre le 10 août dernier à la seule force de ses bras et de ses abdominaux. Âgé aujourd'hui de 50 ans, il aura parcouru en l'espace de quelques mois 1365 km à raison de 10 km par jour et d'une journée de repos tous les 4 jours. Une marche pour la vie dédiée à une seule cause, alerter le public et les gouvernements sur la nécessité de faire avancer la recherche médicale sur la moelle épinière. La paraplégie, tétraplégie, ça touche surtout les jeunes qui sont dans la découverte de la vie ou qui sont dans l'exploit ou qui sont dans la vie de tous les jours. Et je veux dire, c'est une situation qui ne devrait pas être acceptée parce que c'est banalisé. Je veux dire, on parle d'accessibilité, d'insertion sociale au niveau du travail. Pour moi, qui ai 30 ans de paraplégie, c'est une grosse utopie, quoi. Et la seule solution pour arriver à réparer une moelle épinière qui est sectionnée, c'est la recherche. Sensible à sa cause, le public a entendu ce cri du cœur et y a répondu. Tout au long de son périple, Joe Cals a reçu de nombreux témoignages et marques d'attention au gré des rencontres. Il y a une chaîne humaine qui s'est formée et en fait j'ai rencontré beaucoup de monde, mais je pense surtout que les gens n'ont pas la conscience de ce que je viens de réaliser, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est du niveau de on a marché sur la Lune. Ça monte. Je vais faire. Tu vas la faire. Ok. Tu es jusqu'ici, tu n'arrives pas là. Quand j'avais des moments pas de doute, mais d'épuisement terrible, j'avais qu'à penser à ces 43 gamins qui ont été recensés et qui ont eu une paraplégie, tétraplégie suite après avoir visionné des combats de catch à la télévision. Et ils ont voulu reproduire les scènes de catch. Et donc ils se retrouvent dans ma situation entre 10 et 12 ans. J'avais qu'à penser à eux pour que ça reparte en fait. Après plus de 7 mois passés sur les routes, le défi de Joe Cals prendra fin samedi à 17 h au stade Rondelli à Menton. En France, plus de 50 000 personnes sont paraplégiques ou tétraplégiques. On en compte chaque année 1500 de plus lors d'accidents qui touchent principalement des jeunes de 15 à 25 ans.
Il aura donc fallu à Joe Cals une volonté de faire, un total dépassement de soi et un entraînement quotidien pour réaliser cet exploit. Olivia Malberti est son préparateur physique. Joe est sur Menton depuis plus de 25 ans et on l'a rencontré parce qu'il se baladait tout en Menton en chaise avec son chien qui était le repère. En fait, c'était son chien derrière qui le suivait. Et en fait, en faisant connaissance dans le quartier, puisqu'on habite dans le même quartier, et il a appris que j'étais préparateur physique et on a commencé à discuter. Il avait un projet de se mettre debout, simplement parce qu'il le faisait lui-même tout seul, mais très difficilement. Je l'ai connu il y a 5 ans. Il commençait à se mettre debout à cette période-là, on va dire 6 ans en arrière, commençait à faire du stationnement, à se déplacer tout doucement. Mais il faisait en gros 10 minutes, il s'arrêtait, ça faisait 15-20 mètres et il repartait, etc. avec des vieilles orthèses vraiment médicales, en bois, etc. Et après, il est parti sur vraiment de la progression technique. On est allé chercher un petit peu tout ce qu'il pouvait adapter pour essayer d'améliorer tout son travail. C'est un gros entraînement par rapport à la préparation. Le plus gros qui a été, c'était vraiment d'adapter vraiment la préparation par rapport à son handicap. Il faut savoir que quand il est handicapé comme ça, il y a des muscles qui ne travaillent pas. Il a un poids mort à supporter qui sont ses jambes. Et il y a toute la partie technique pour l'équilibre, le stationnement à travailler. Donc on va dire 40% de travail musculaire, travail de préparation physique sur le haut de corps qu'il a, physique. Et après, il y a le reste qui est toute la partie technique, logistique et mentale. Parce qu'il faut se mettre aussi à sa place mentalement. Pour lui, il ne tenait pas en équilibre. Pour lui, c'était impossible de poser les pieds, de lâcher les béquilles, etc. S'il commence à faire de plus en plus maintenant. Mais c'était vraiment cette partie-là. Lui faire admettre qu'il y avait des exercices qu'on pouvait mettre en place, que lui ne l'acceptait pas. Et après, petit à petit, il est allé au-delà, parce que chaque fois, c'est lui qui se mettait les défis en disant « ça, je veux le faire ». Voilà, donc il y a tout ce travail partie mentale, logistique, et ensuite la préparation physique qui est tout athlète. Mais pour moi, qui reste quand même une partie de 40% de travail, même chez un athlète de haut niveau, il y a 60% de mental, 40% de physique. Enfin, vous aviez découvert la semaine dernière sur Monaco Info notre série de reportages consacrés au déplacement de la princesse Charlène en Australie, tout près de Melbourne, lors de l'inauguration de l'exposition consacrée à la princesse Grace. Et bien après l'Australie, la princesse a pris la direction de la Chine. Regardez ces images qui viennent de nous parvenir de Shanghai. Après une étape australienne, la princesse Charlène était ensuite attendue en Chine, à Shanghai. Elle multiplie en effet actuellement les déplacements pour rencontrer des personnalités engagées à l'heure où elle prépare le lancement officiel de sa fondation. Pendant une journée à Shanghai, la princesse Charlène a notamment pu visiter un centre qui prend en charge des enfants handicapés dans le quartier de Pudong. Elle y a été reçue en tant qu'ambassadrice de l'organisation internationale Special Olympics avec son homologue, le basketteur chinois Yao Ming. L'immense athlète de 2,29 m est un véritable dieu dans son pays. Il a pris sa retraite des parquets l'an dernier. Il s'est longuement entretenu avec la princesse Charlène. Il lui a fait part de sa propre expérience puisqu'il a lui-même créé sa fondation en 2008 et il l'a chaleureusement félicitée pour le travail qu'elle a déjà accompli en si peu de temps. Après cette visite qui aura duré un peu plus d'1 heure et demie, la princesse Charlène a pu aller découvrir un centre culturel dont l'objectif est la préservation des métiers en voie de disparition, comme la calligraphie. Le rôle de l'apprentissage est très important pour l'insertion professionnelle des jeunes et c'est pour cette raison que la princesse a donc souhaité découvrir ce qui se faisait en la matière dans ce centre. Les cartes météo pour les jours qui viennent, ce mercredi. Éloignement de la menace de pluie de la nuit, nuages et belles apparitions du soleil, vent d'Italie soufflant assez fort, température clémente à l'abri du vent. Jeudi, soleil plus intermittent, nuages passagèrement épais sans détérioration importante du temps, vent plus modéré sans accalmie, temps assez doux. Vendredi, temps assez beau malgré la présence de nuages, notamment le matin. Les températures resteront supérieures aux normales saisonnières. Samedi, temps bien agréable, soleil assez doux et quelques nuages. Voilà, vous savez tout des prévisions météo pour les tout prochains jours. Dans un instant, sur Monaco Info, ce seront les sorties cinéma de la semaine qui vous seront présentées par José Sacré. Vous le verrez, il y en a pour tous les goûts cette semaine. Un film en costume, une comédie à l'américaine et puis le dernier film d'Étienne Châtillier, L'Oncle Charles avec Eddie Mitchell.